Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans ce webinaire du programme EVE du 9 juillet 2024 avec pour thématique aujourd'hui sur, comme vous voyez à l'écran, comment la labellisation peut favoriser une collaboration vertueuse entre donneurs d'ordre et transporteurs au bénéfice de la décarbonation. Alors, avant de démarrer, je vous propose de faire un rappel rapide des règles du webinaire. Comme vous pouvez le voir à l'écran, pour tout souci technique, vous pouvez sélectionner le bouton Aide qui est affiché. Le support de conférence est disponible en téléchargement pendant le webinaire via le bouton que vous pouvez cliquer, le petit nuage avec la flèche vers le bas. Et le replay, pour information, sera envoyé par mail aux inscrits et sera aussi disponible sur la chaîne YouTube du programme EVE. Donc, n'hésitez pas à aller la consulter. Aussi, chose à noter, posez bien vos questions dans la rubrique questions et non pas dans le chat pour que votre question soit bien prise en considération. Et n'hésitez pas surtout à voter pour l'ordre des questions à poser aux intervenants du jour. Et pour rappel, l'objectif de ce webinaire n'est pas de faire de la publicité pour des éventuels produits que vous pourriez proposer. Voilà pour ce petit préambule. Nous allons maintenant faire un rapide tour de table pour commencer. Et ayant la parole depuis le début, je me présente. Je m'appelle Julien Beauchaton et je travaille pour EcoCO2 et je suis référent national sur le dispositif Fred 21 du programme EVE en charge d'accompagner les chargeurs dans la construction de leur dossier d'engagement Fred 21. Et par ordre des photos sur cette diapositive, je laisse maintenant la parole à Kevin Balva. Et bonjour à toutes et à tous, je suis Kevin Balva, je suis référent Objectif CO2 et EVCOM. Objectif CO2, c'est le dispositif pour les transporteurs routiers de marchandises, de voyageurs, et EVCOM, c'est le dispositif qui s'adresse aux commissionnaires de transport. Et je travaille aussi chez EcoCO2 et je te laisse la parole, Pierre. Merci Kevin. Pierre Lupoglazov, je suis le chef de projet du programme EVE à l'ADEME, l'ADEME étant le porteur pilote en charge de l'intégralité du programme C2E F2. Et je cède la parole tout de suite à Maxime. Merci Pierre. Donc Maxime Ponchot, moi je suis responsable logistique pour le ciment et le granulat chez Equium. Et je laisse la main à Polo. Bonjour, Polo André, je suis le responsable QHSE du groupe de Lille, groupe de transport, de lavage et de stockage sur 22 sites en France. Eh bien, merci à tous. Maintenant, je vous propose de vous présenter le sommaire de ce webinaire. Alors, dans un premier temps, Pierre Lupoglazov fera une brève introduction sur les labels du programme EVE. Puis Kevin et moi-même ferons un focus sur les chiffres clés concernant les labels. Et ensuite, nous laisserons la parole à Maxime Ponchot pour Equium et Paolo André pour Delille. Et pour conclure, nous aurons environ 15 minutes pour répondre à vos différentes questions. Donc, bien poser vos questions dans l'onglet « Questions » en bas à droite. Donc, pour démarrer, eh bien, je laisse la parole à Pierre pour l'introduction. Merci Julien. Déjà un petit point pour se caler les idées sur ce qu'est le programme EVE. EVE, comme vous le savez certainement, signifie engagement volontaire pour l'environnement. Ce programme vise essentiellement à accompagner les entreprises, les acteurs de la chaîne logistique dans la réduction de l'impact énergétique et environnemental de leurs activités transport et logistique. Donc c'est un programme C2E. Ce programme C2E est financé non pas par un budget de l'État, mais par des financeurs qu'on appelle des obligés, qui sont les énergéticiens. Et c'est ces énergéticiens qui financent le programme EVE à travers des certificats d'économie d'énergie. Et le programme en compte 7 que vous voyez à l'écran, donc qui sont les sponsors en quelque sorte de notre programme EVE. Maintenant, les acteurs de EVE, donc l'ADEME est le porteur pilote en charge du bon fonctionnement du programme. Coporteur de ce programme, nous avons un certain nombre d'acteurs,
vous en avez un certain nombre aussi participant à ce webinaire et qui représente le bureau d'études EcoCO2, qui est un porteur associé du programme en charge de la mise en place opérationnelle de EVE et de ses dispositifs et participe à l'aventure EVE en tant que porteurs associés, les organisations professionnelles du transport et de la logistique, des chargeurs représentés par la UTF, des grossistes représentés par la CGF, des organisations professionnelles du transport routier et de la commission de transport, FNTR, OTRE, Union TLF pour le transport de marchandises et ce qui nous concerne, qui peut nous concerner aussi aujourd'hui, même si les témoignages concernent du transport de marchandises. Au sein du programme EVE, nous avons le transport de voyageurs qui est présent à travers la FNTV et également à travers OTRE qui adresse le transport de marchandises et le transport de voyageurs également. Donc là, vous avez les porteurs du programme EVE, fédérés autour de l'ADEME porteur pilote, et vous avez aussi directement, dans le cadre du programme, le gouvernement qui est représenté à la fois par le ministère des Transports et également par le ministère de l'Environnement. Donc, vous avez l'ensemble de l'écosystème du transport et de la logistique français qui est représenté dans le programme EVE. Alors, une fois que j'ai parlé du programme EVE dans sa constitution, ce qu'il faut noter, c'est que EVE, c'est deux piliers. Le premier pilier, une démarche d'engagement volontaire. Hop, je reviens à ma slide si j'y arrive. Voilà. Un premier pilier qui est l'engagement volontaire, où une entreprise adhère volontairement et s'engage volontairement à réduire sa dépense d'énergie et ou à diminuer son empreinte carbone, à décarboner son activité. Mais ça, c'est pas ce qui nous motive aujourd'hui. Le deuxième pilier, c'est celui-là qui nous intéresse. EVE, c'est aussi une démarche de labellisation de performance. Le label par rapport à l'engagement volontaire, le label, lui, il est là pour acter de l'atteinte d'un niveau de performance élevé au regard des règles et des pratiques moyennes de la profession et d'acter par un tiers indépendant de l'atteinte d'un niveau de performance environnementale. Donc c'est ça qui fonde le label, au-delà de l'engagement volontaire qui est un engagement proactif d'une entreprise. Le label, lui, vient attester d'un niveau de performance de l'entreprise en termes principalement d'économie d'énergie et surtout de décarbonation. Ça, c'est pour les dispositifs de EVE et en particulier les labels. Il y a, pour info, différents labels. Il y a 3 sous-labels, on va les appeler comme ça, pour le dispositif objectif CO2, transport de marchandises, transport de voyageurs et également une sous-dominante pour le transport pour compte propre pour les grossistes en particulier. Ça, c'est dans la sphère du dispositif objectif CO2. Et en contrepoint, vous avez un label de performance qui concerne les chargeurs, le label FRED 21. Donc ça, c'est pour les labels qui sont proposés aux entreprises adhérentes au programme EVE. Et je terminerai mon introduction de présentation par ça. En fait, ces labels, il faut considérer qu'ils permettent aux entreprises, et c'est notre sujet d'aujourd'hui, un dialogue. Le chargeur peut aller chercher des transporteurs engagés dans EVE, mais surtout labellisés, ou les encourager à se labelliser. Et à travers le label, on peut dire que l'entreprise de transport prestataire aura atteint un niveau de performance bien acté et bien déterminé par rapport
à l'ensemble de l'écosystème. Le chargeur lui-même, les services logistiques d'un chargeur peuvent se faire labelliser, c'est-à-dire faire reconnaître le travail des équipes logistiques en son sein en matière d'achat de transport environnementalement responsable et aussi dans sa politique d'achat d'aller sourcer des entreprises de transport routier ayant une haute performance environnementale et de décarbonation. Donc tout ça, ça se place en synergie et en dialogue entre, d'une part, les chargeurs et les transporteurs, et le label est un vecteur pour faciliter ce dialogue. Voilà pour la présentation générale. Je n'en dis pas plus et je laisse la parole à Julien et à Kevin d'EcoCO2 pour développer les spécificités des labels Fred 21 et Objectif CO2. Eh bien, merci Pierre en tout cas pour cette introduction sur les labels du programme EVE. Et si vous avez des questions à poser à Pierre, n'hésitez pas à les poser dans le chat, la rubrique questions, hein, il pourra répondre à vos questions complémentaires. Donc je vous propose maintenant avec mon collègue Kevin de poursuivre sur les quelques chiffres clés. Et je vais donc commencer par rappeler la raison d'être du label Fred 21. Donc comme indiqué à l'écran, le label a été fondé sur des critères objectifs communs et permet via un audit externe indépendant de valoriser les entreprises ayant un haut niveau de performance environnementale et de maîtrise des données de transport et logistique. Alors pour rappel, le label Fred 21 mesure uniquement l'impact carbone du transport des marchandises. C'est comme expliqué en bas à droite avec le petit schéma. Il ne porte pas sur la fabrication, sur le stockage ou l'utilisation d'un produit. Et aussi une entreprise qui satisfait à l'audit, c'est-à-dire qui obtient une note supérieure à 60% notée sur 12 critères, elle se verra alors remettre un diplôme et une attestation avec un logo millésimé valable pour 3 ans. Donc ça, c'est la raison d'être du label Fred 21. Sur cette diapositive, on rappelle que le label Fred 21 se distingue bien de la charte Fred 21 car il vient valoriser un plus haut niveau de performance environnementale et de maîtrise de ces données transport et logistique via, comme j'ai précisé, un audit réalisé par un expert indépendant, donc hors ADEME, hors EcoCO2 et hors organisme professionnel. Et le label, une fois obtenu par l'entreprise, est reconnu par le gouvernement dans le cadre du programme EVE. Donc une entreprise chargeur qui souhaite candidater au label Fred 21 doit tout d'abord pouvoir répondre aux 7 critères de recevabilité qui sont indiqués ici à l'écran. Donc, dans le cas où l'entreprise dispose d'une flotte propre, sa performance devra être calculée à l'aide de l'outil Objectif CO2. Donc, si l'entreprise n'a pas de flotte en propre, ce critère n'est pas à considérer. Aussi, en numéro 2, dans le cas où l'entreprise ou au moins l'une de ses filiales est soumise à l'obligation réglementaire de réaliser son bilan GES, ce bilan, il devra être mis à jour, complet et publié sur le site bilan GES de l'ADEME. Ça, c'est un point vraiment où il faut être vigilant. En critère de recevabilité numéro 3, l'entreprise, elle doit prouver son engagement dans un processus d'amélioration continue de sa performance environnementale transport. Alors comme par exemple avoir un engagement en cours dans la charte Fred 21, ça peut tout à fait être éligible. En numéro 4, l'entreprise elle doit communiquer sa stratégie de performance environnementale transport. Donc ça, c'est via une démarche Fred 21 aux parties prenantes internes et externes. Et il en va de même avec ses prestataires de transport internes et externes. Donc les critères 4 et 5, c'est vraiment lié à la communication. Pour le critère numéro 6, l'entreprise elle devra présenter son processus de suivi et de maîtrise de ses ordres de transport via des preuves sur échantillage. Donc ça, c'est en lien avec vos systèmes d'information interne, TMS ou ERP. Et enfin, l'entreprise elle doit prouver qu'elle mène au moins annuellement et sur l'ensemble du périmètre audité une revue de son schéma logistique en vue de réduire les émissions de transport. Donc ça, c'est voilà les raisons de pourquoi obtenir le label. À noter que le label, une entreprise peut candidater au label hors engagement dans la charte Fred 21, mais on recommande tout de même de s'engager dans la charte parce que c'est très complémentaire. Voilà. Donc ici, petite diapositive sur les entreprises, quelques entreprises labellisées Fred 21 à ce jour.
Et je vais pas plus loin sur la partie Fred 21. Je vais laisser maintenant la parole à Kevin sur le label Objectif CO2 pour vous donner plus de détails. Merci Julien. Donc on va passer au label Objectif CO2 qui s'adresse à toutes les entreprises de transport routier de marchandises pour compte d'autrui et en compte propre, ainsi qu'au transport routier de personnes. Et le label Objectif CO2, c'est une démarche de performance qui vient récompenser les entreprises ayant un niveau élevé de performance environnementale. Et le label, il repose sur un référentiel solide et des critères d'éligibilité stricts. Ils sont au nombre de 3 qui sont affichés ici à l'écran. Il y a tout un référentiel que je développe pas, mais je vais retenir ces 3-là. Il faut que l'intégralité de la flotte de l'entreprise candidate soit inclue dans le périmètre audité. Bien entendu, il existe quelques exceptions, des véhicules de cours, des véhicules pris en location par un tiers si l'entreprise ne maîtrise pas les données. Ça, c'est quelques exemples d'exceptions possibles. Le deuxième critère, c'est que la performance environnementale de l'entreprise, elle doit être à minima 5% meilleure que la performance moyenne du parc de véhicules français. Et la performance moyenne du parc de véhicules français, elle est établie par le référentiel européen HBEFA. Et la performance environnementale de l'entreprise, elle est comparée à ce référentiel HBEFA. Je reviendrai sur la slide suivante sur le référentiel HBEFA. Et le troisième et dernier critère d'éligibilité, c'est que le taux de sous-traitance de transport routier non labellisé doit être de 35% maximum. Si jamais l'entreprise dépasse un plus de 35% de sous-traitance, elle peut mener des actions avec ses prestataires de transport, les incitant à se labelliser. Le but, c'est de passer sous ce seuil des 35%. Et enfin, les données renseignées par l'entreprise qui permettent de calculer sa performance environnementale, elles sont auditées par un auditeur indépendant. À ce jour, on a un pool de 10 auditeurs qui sont habilités à mener des audits label Objectif CO2. Ce sont pour la plupart des anciens professionnels du transport routier et qui travaillent désormais en bureau d'études. Et il y a des questionnaires qualité qui sont envoyés à l'issue de chaque audit, et ce qui ressort de la part des entreprises qui ont été auditées, ce qu'elles mettent en avant, c'est que l'apport des auditeurs, leur rôle de conseil, notamment pour améliorer leur processus interne. Sur cette slide-là, un peu pour continuer comme sur la slide précédente, pourquoi en gros choisir le label Objectif CO2 en tant qu'entreprise candidate, et en tant que chargeur, qu'acheteur transport, pourquoi faire appel à des prestataires de transport labellisés Objectif CO2 ? Avant tout parce que c'est la garantie que les entreprises labellisées Objectif CO2 sont performantes d'un point de vue environnemental. Les données, elles sont auditées, elles sont donc justes, fiables, elles reflètent la réalité de l'activité de l'entreprise. Ces données, elles permettent de calculer la performance environnementale de la société, elles sont vérifiées et la performance environnementale est donc certifiée. On verra le niveau de performance environnementale moyen des entreprises labellisées Objectif CO2 sur la slide suivante. Les données de l'entreprise sont auditées sur une période de référence lors de la candidature, et une fois que l'entreprise est labellisée, il y a tout un parcours, tout un processus sur lequel je ne reviens pas. Les données, elles sont vérifiées chaque année lors des 3 années que dure la labellisation, et la performance, elle est donc garantie dans le temps. Et juste un mot rapide sur ce qu'est le référentiel européen HBEFA, auquel on fait souvent un rappel dans le support de présentation. Le référentiel européen HBEFA, c'est une application de base de données standard qui fournit des facteurs d'émission de tout type de véhicules, tenant compte de critères caractéristiques du transport routier. Je pense au gabarit des véhicules, au taux de chargement, à la vitesse moyenne, à la déclivité. La déclivité, c'est la pente moyenne des routes empruntées. Et ces facteurs d'émission, ils sont définis à partir d'études en situation réelle de la consommation de chaque véhicule par gabarit, par norme euro, et enfin selon la répartition des parts de marché des constructeurs. Et depuis 2014, le parc de véhicules français, il est intégré à la base HBEFA, ce qui permet à l'outil Objectif CO2 de comparer et d'évaluer les transporteurs selon cette référence. Et la dernière slide, ici, juste que c'est des données qui portent sur la période allant de fin 2018 à fin mai 2024, soit les programmes EV1 et EV2. Et le total, ça nous donne plus de 8300 entreprises qui ont été sensibilisées par les organisations professionnelles sur tous les dispositifs. Là, c'est pas un focus Objectif CO2 ou Fred 21, c'est tous les dispositifs. 3471 entreprises engagées dans le programme EV, également sur tous les dispositifs. Et si on fait un focus ici sur le label,
label. Il y a 1071 entreprises qui se sont engagées, que ce soit dans le label Objectif CO2 ou dans le label Fred 21. Vous voyez la répartition ici en bas à droite de l'écran. Et juste un petit focus, encore un focus, un zoom encore sur les entreprises de transport routier de marchandises pour compte d'autrui qui sont labellisées. On en compte 666 qui sont actives à la date d'aujourd'hui et ça représente 40 000 véhicules et la performance environnementale moyenne de ces entreprises, elle est meilleure de près de 19% par rapport à la moyenne du parc de véhicules français. Et voilà pour ma partie. Je te repasse la main, Julien. Merci Kevin. Oui, alors je vais conclure rapidement sur les chiffres clés du label. En fait, dans un des critères numéro 7 du label Fred 21, il y en a un qui vient valoriser la mise en œuvre d'actions de collaboration entre transporteurs et chargeurs. Et ce qu'on a pu recenser, c'est qu'il y a plus de 40 actions de collaboration, donc 40 entreprises différentes qui ont mis en place des actions de collaboration sur différents axes, comme par exemple les énergies alternatives avec la mise en place de cuves baissant pour un chargeur, le déploiement de report modal ferroviaire avec l'aide de son transporteur, mais aussi un travail sur l'optimisation du chargement des camions et des tournées de livraison. Donc, ce qui a amené jusqu'à présent un potentiel de plus de 3800 tonnes de réduction CO2. Donc voilà, il y a des actions, il y a de collaborations qui se mettent en œuvre entre transporteurs et chargeurs. Et du coup, le mieux pour en parler, c'est d'avoir un retour d'expérience justement d'entreprises, chargeurs et transporteurs. Et du coup, je vais laisser la parole à Maxime et Paolo. Merci Julien. Je vais démarrer donc par la société Ecom. Donc je vais tout d'abord me présenter. Donc Maxime Ponchot, je suis responsable logistique de la région Est pour le ciment et le granulat et référent de notre démarche Fred 21. J'ai auparavant donc occupé le poste d'acheteur logistique route donc pendant 5 ans, donc toujours dans les branches ciment et granulat. Donc pour vous présenter Ecom rapidement, donc Ecom est membre du groupe irlandais CRH, leader dans les matériaux de construction, et c'est un groupe qui œuvre dans 3 métiers, donc le ciment, les granulats et le béton prêt à l'emploi. La société emploie environ 1500 collaborateurs à travers 180 sites, dont un centre de recherche et de développement situé dans le nord, 3 cimenteries, une dans le Pas-de-Calais, une en Moselle et une dans le Jura, 115 centrales à béton réparties sur le territoire français, 27 carrières et 3 centres de traitement et de valorisation de déchets. Notre engagement dans la démarche Fred 21, on a en fait à la logistique un engagement qui est assez fort, car on a adhéré très tôt en fait à la charte Fred 21 donc du programme EV, et ce dès 2017. L'objectif en fait c'était de réduire donc nos émissions de CO2 transport et de répondre positivement aussi à la nouvelle roadmap de notre actionnaire, donc à savoir de réduire nos émissions de CO2 transport de 30% d'ici 2030. Au-delà d'avoir été donc le premier producteur de matériaux de construction donc à adhérer à la charte Fred 21, nous avons été donc primo labellisés en 2022, donc en obtenant donc un score de 88%, donc sur un requis de 60%. Fred 21 chez Ecom, donc c'est 3 axes de travail pour 9 actions concrètes. Donc je vais vous les détailler donc par grand chapitre. Donc sur l'axe moyen de transport, donc on essaie d'utiliser au maximum donc le rail et le fluvial pour alimenter notre marché en Île-de-France. Nous avons mis en place du report modal sur un flux de palettes, notamment entre notre cimenterie de Limbre dans le 62 et notre cimenterie de Rochefort sur le Nom dans le 39. Nous avons testé aussi un peu de multimodal sur la Seine pour transporter notre ciment. Et enfin, on a remplacé donc un flux dumper sur nos carrières granulats donc par l'investissement d'une bande transporteuse, ce qui nous a permis de réduire considérablement nos émissions de CO2 sur ces flux d'intercités. Sur le second axe, donc distance parcourue, on a développé donc des partenariats avec nos transporteurs, donc afin de mettre en place donc une flotte de camions verts, donc une flotte qui s'est densifiée au fil du temps avec 30 camions en 2021, 50 en 2022, 100 en 2023 et un objectif de 150 en 2025. Et nous avons également donc massifié nos transports de ciment et de granulats donc par train au maximum, le dernier kilomètre étant toujours assuré par la route. Sur l'axe achat responsable, donc nous incitons nos partenaires transporteurs donc de se charter ou de se labelliser afin d'obtenir à minima donc 80% de notre panel fournisseur charté et 20% labellisé. Et enfin, voilà, sur un site, un dépôt en région parisienne, on a renouvelé un locotracteur thermique par un locotracteur fonctionnant baissant, toujours dans l'optique de réduire nos émissions de CO2.
Donc Fred 21, chez Ekiom toujours, donc une équipe soudée et récompensée comme vous pouvez le voir, parce que pour atteindre nos résultats, nous avons mis en place donc une équipe vraiment engagée, et grâce à cette cohésion en fait, donc on a été récompensé du prix de la meilleure coopération entre acteurs en 2021, et en 2022 donc du prix de la meilleure performance environnementale avec donc en parallèle l'obtention de notre label Fred 21, et nous avons signé donc en 2023 notre 3e engagement pluriannuel donc dans la démarche Fred 21. Et je laisse la main à Paolo pour la présentation du groupe de Lille. Bonjour, donc Paolo, donc je suis le responsable QHSE du groupe de Lille. En fait, on est un groupe de transport, mais on s'est ces dernières années développé également au niveau du lavage et du stockage. Donc quelques chiffres clés de la société, notamment, vous voyez qu'il y a une part d'affrètement, de logistique, de lavage, d'entreposage, avec un parc de environ 1200 moteurs, 1200 conducteurs et un effectif total qui avoisine les 1600. Donc pour nos activités, on a de la citerne pulvérulent, liquide, benne, notamment ce qui concerne Ekiom, on travaille beaucoup avec eux en benne, le conditionné, et donc le lavage et le stockage. Nos engagements qualité, on est référencé ISO 9001, 22000, 14001, et également SQS, et notamment on est labellisé pour la 3e fois. On a commencé la charte en 2011 et on a été labellisé 3 fois. On vient d'avoir le 3e label en 2024. Voilà pour les engagements. Et là, on est sur la partie Ekiom. Donc, je relaisse la main à Maxime. Merci Paolo. Donc en effet, je vais répondre à la question donc du pourquoi avoir candidaté donc au label Fred 21. Donc tout d'abord, moi je pense que c'était pour mettre en avant aussi le côté qualitatif de nos actions de décarbonation et donc renforcer notre engagement environnemental donc à toutes les strates de notre organisation. En fait, le label nous a permis de mesurer notre performance organisationnelle autour de KPI financiers, environnementaux, donc qui sont fiables, de pouvoir communiquer auprès des parties prenantes, donc internes et externes, clients, fournisseurs. Et enfin, le label nous a permis aussi de nous benchmarker en fait par rapport à d'autres sociétés qui travaillent dans la même démarche, donc afin de travailler au mieux sur nos axes d'amélioration. Nous trouvions aussi intéressant en fait dans le label donc d'être analysé par un auditeur externe justement pour avoir un œil neuf sur nos manières de faire et nos procédures en interne et donc les bénéfices du label en fait mais j'en parlerai plus tard parce que c'est pas ma partie. Je vais laisser la main donc à Paolo qui va parler du label Objectif CO2 côté transport. Alors pourquoi le label? Déjà c'est une politique interne du groupe. Depuis plus de 40 ans d'existence, on a toujours été dans une politique et une démarche d'éco-conduite, d'amélioration des performances environnementales. Ensuite, il y a la politique RSE qui est venue s'intégrer dans le système. On est d'ailleurs médaillé d'or EcoVadis au niveau RSE avec un pool environnement assez imposant. On vient de réaliser aussi un bilan carbone groupe, donc ça rentre dans le scope environnement, notamment avec tout ce qui est le bilan au niveau des GES, donc ça se recoupe beaucoup avec le label. Et les clients qui eux-mêmes veulent décarboner, comme l'explique très bien Maxime. Et à savoir que notre politique, ça a été de développer fortement le baissant pour un objectif à terme d'une réduction de 60% de CO2 sur les rejets en émissions CO2 du groupe. Et je repasse la main à Maxime. Merci Paolo. Donc en effet pour les bénéfices donc du label Fred 21, donc en fait les bénéfices du label pour nous ça a été donc de pouvoir faire un bilan de nos émissions sur tous nos flux de transport sous notre responsabilité financière, c'était important. En fait, nous avons inclus tous nos flux dans cette démarche, donc en partant des approvisionnements sur nos cimenteries, à la distribution de nos produits finis chez nos clients, en passant par les flux intersites. Donc, c'était vraiment une vue globale de tous nos sites, de tous nos flux. Le label nous a également permis d'entreprendre en fait une démarche d'amélioration continue, donc en ne perdant pas de vue les critères cibles donc de l'obtention du label.
de mettre aussi en œuvre donc la roadmap groupe, comme je vous l'ai présenté en préambule, et donc d'établir aussi notamment donc des outils de reporting environnementaux avec des indicateurs fiables et pertinents. Je dirais que le label, en fait, il nous a permis aussi de pouvoir communiquer auprès de toutes nos parties prenantes sur notre engagement et surtout nos résultats. Et ça nous a permis notamment d'inciter et d'encourager nos transporteurs, à se lancer dans une démarche de charte ou de label objectif CO2, en fait. Donc c'est vraiment un vaste communicant, comme l'expliquait Pierre aussi en préambule. Et enfin, côté achat, si je remets mon ancienne casquette chez Ekiom, en fait, on accorde pas mal d'importance aussi donc dans les critères de sélection lorsqu'on fait des appels d'offres. On accorde en fait une part assez importante donc à ce volet environnemental et innovation, et ça fait partie des critères de sélection qu'on vient mettre en avant dans nos cahiers des charges. Aujourd'hui, au-delà d'un prix, on vient chercher aussi une démarche vertueuse, une démarche d'innovation pour sélectionner justement donc les meilleurs fournisseurs sur nos activités. Je relaisse la main à Paolo pour les bénéfices du label objectif CO2. Alors, qu'est-ce que cela nous apporte? Déjà, on a un contrôle par un organisme extérieur qui a on va dire le tampon ADEME, donc qui rassure beaucoup notamment les clients. On a l'évaluation de l'efficacité du système par rapport à nos données et nos calculs. Donc, ça permet d'amener une véracité des données communiquées, une véracité dans nos propres données et donc les données qui sont communiquées ensuite à nos clients. Ça permet aussi, il y a un petit côté aussi conseil qui nous permet de développer nos systèmes de contrôle internes pour encore affiner la véracité des données, nous aider dans la séparation des carburants, puisque au départ on était gasoil, maintenant on passe baissant, bientôt on sera électrique en partie, et les différents modes de calcul des émissions CO2 qui en découlent. Donc il y a toute une partie aide à l'amélioration système. Et également donc la possibilité d'échange justement de nos GES entre transporteurs et chargeurs, qui permet on va dire, de boucler la boucle par rapport à nos clients qui eux-mêmes, comme on le voit ici, ont un grand intérêt à décarboner, notamment sur la partie transport. Et donc ça nous permet d'avoir un échange avec nos clients et de pouvoir ensemble trouver des solutions communes à nos activités annexes, en fait. Voilà. Donc je parlais du B100. Donc on a développé depuis 3-4 ans le B100. On a mis en place des cuves de distribution B100 sur nos sites parce qu'en fait le B100 on ne peut pas s'approvisionner en externe. Donc on doit développer nos sites pour permettre de développer le périmètre d'intervention et rendre plus pratique la prise de carburant, permettant d'augmenter au mieux l'utilisation du B100. Et donc ça permet une diminution du bilan GES transport de nos clients, notamment Ekiom. Et donc, comme je le disais, depuis 3-4 ans, la flotte augmente avec un programme d'achat progressif de camions dits B100 qui peuvent rouler donc avec ce biocarburant. Donc ça, c'était pour la partie, on va dire, B100. Et on est en train de développer l'électrique. Donc on a déjà 2-3 flux en électrique. À savoir que ce sont des flux à distance définie, puisque bien sûr en roulant à l'électrique, il faut pouvoir s'approvisionner. On ne peut pas faire encore de très grandes distances. Et on a un projet donc d'installation de bornes électriques sur nos sites comme le B100 pour pouvoir développer le périmètre d'action et pouvoir utiliser ces futurs véhicules électriques. Et le but vraiment, c'est à la fois de passer en biocarburant et en électrique, mais de pouvoir les utiliser. Et donc, on passe par ce biais d'équipement de nos propres sites, étant donné qu'on en a 22, donc assez bien répartis, et qui nous permet d'approvisionner nos camions qui gèrent une grande partie de tous nos flux.
En effet, je peux me permettre d'appuyer sur ce que vient de dire Paolo pour vous donner des exemples concrets. Donc aujourd'hui, Ecom et Delille, donc on est partenaires de longue date. Hein. Ça fait très nombreuses années qu'Ecom et Delille travaillent ensemble, et notamment sur des sujets de décarbonation depuis quelques années. Donc sur la partie BESA, en effet, donc on a mis en place une solution avec donc leur filiale donc DVB, donc Delille Vragben, qui nous permettent justement d'assurer des livraisons de granulats en utilisant donc le baissant, et ce qui nous permet de réduire de 60% de nos émissions de CO2 sur ces flux. Donc ça, c'est pour une première action concrète. Et si on revient sur la partie électrique, on est pour parler actuellement pour essayer de mettre en place donc un camion électrique, donc un tracteur lourd, hein, pour distribuer donc du ciment sur la région parisienne, car on a des problématiques de bruit, de pollution sonore, de pollution et qui doivent être prises en considération dans la petite couronne comme dans la grande couronne et comme partout en France. Mais voilà, en effet, c'est déjà un bon périmètre, et comme Polo le précisait, en effet, sur l'électrique, on est obligé donc de se focaliser sur des flux spécifiques, parce qu'on est sur des énergies qui nécessitent de revenir sûrement sur des bases pour être rechargées. Et on peut donc pas les laisser partir trop loin de nos sites, au risque de ne plus les voir revenir. Mais en tout cas, c'est une réflexion qui est en cours et qui devrait normalement aboutir, je l'espère en tout cas, dans les prochains mois. Et donc ensuite, on était sur les conclusions. Je te laisse la main et je finirai ma partie ensuite. Ok, merci Paulo. Donc en effet, donc à la question donc comment et pourquoi je recommanderais donc à mes pairs de candidater au label. Donc en fait, je dirais qu'à la base, il faut une certaine maturité dans toute la connaissance de vos flux et de vos données et des données de votre activité. En fait, c'est vraiment la base essentielle, je pense, pour pouvoir candidater au label. Il faut également mettre en œuvre une préparation poussée en amont de l'audit, qui est aussi un passage obligatoire pour mieux appréhender l'audit externe, mais aussi avoir des réflexes de réponse et avoir des éléments de réponse concrets à apporter dès que l'auditeur vous questionne. Après, moi, je pense qu'il faut quand même impliquer toute la chaîne organisationnelle, et notamment la direction à son plus haut niveau. Et c'est ce qu'on a fait nous en interne. Pour pouvoir mettre en œuvre et suivre donc les actions nécessaires qu'on souhaite mettre en place. Et puis enfin, je terminerai pour vous donner un premier conseil sur la partie label, c'est de travailler, si vous le pouvez en tout cas, sur la partie report modal, si vos activités vous le permettent, parce que c'est quand même un axe de travail qui vous permettra d'obtenir des résultats massifs et rapides. Et sans oublier non plus le développement d'une flotte de véhicules verts qui peut se faire aujourd'hui assez facilement avec vos partenaires transporteurs, qui peuvent vous accompagner justement sur ces sujets, parce qu'ils sont si très novateurs, et je pense qu'il faut aller chercher l'innovation chez eux, car ils ont souvent de bonnes idées. Et donc ensuite, par rapport à Delille, nous, c'est deux grands axes en fait. C'est que on met en place des outils, des process, des organisations pour baisser les GES. Et l'avantage, c'est que là, on a une validation par l'ADEME de la véracité des données. Donc, c'est pas des données obsolètes, c'est la réalité du terrain. Donc, d'une part, la véracité des données. Et ensuite, une fois qu'on a la chance d'être labellisé, c'est un beau vecteur de communication externe de la performance. D'une part, parce que il y a le label qu'on peut diffuser. Et également, la plateforme Objectif CO2 qui permet de mettre en avant les résultats obtenus et les avancements et les évolutions de l'entreprise. Donc voilà, moi j'ai gardé ces deux axes, la véracité des données et la communication externe de cette performance. En tout cas, merci beaucoup Maxime et Polo pour ce riche retour d'expérience. Sur les questions, n'hésitez pas en tout cas à poser directement vos questions à Polo et Maxime si vous en avez des précises sur la rubrique questions. Mais en attendant, pour aller plus loin, si vous voulez en savoir plus sur le label Fred 21, vous pouvez contacter un chargé de mission à UTF qui pourra vous faire une présentation détaillée du label Fred 21
via l'adresse qui est indiquée sur votre gauche, ou sinon visionner une petite vidéo sur la chaîne YouTube du programme qui fait un résumé du label. Et si vous souhaitez encore aller plus loin, vous pouvez consulter le référentiel complet du label FRED 21 disponible directement sur le site du programme EVE dans la rubrique Médiathèque. En ce qui concerne le label Objectif CO2, vous pouvez nous contacter directement sur le site EVE Transport Logistique rubrique Contact, ou écrire à ce moment-là à contact@evtransportlogistique.fr. Et du coup, pour aller encore un peu plus loin, nous avons prochainement un autre webinaire le 17 juillet. Paolo en parlait juste avant. C'est un webinaire qui va parler surtout de la plateforme d'échange de données EVE. Et là, l'idée, ça va être de comment interfacer vos données avec la plateforme EVE. Donc, présenté par Mathilde Auger et Régis Goubin. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les différents labels du programme EVE. N'hésitez pas à poser vos questions. On les voit apparaître dans la rubrique questions. On va essayer d'y répondre les unes après les autres. Et donc voilà, si vous en avez d'autres, on reste bien sûr disponible. Donc Maxime, Paolo, Pierre, n'hésitez pas aussi à consulter les questions qui pourraient ou vous seriez à même de pouvoir répondre. Et puis voilà, on prend la première qui peut venir. Je regarde dans l'ordre. Si on en a répondu quelques-unes pendant la présentation. 2 questions qui sont tout en bas. Dans les questions, on y a répondu. Il y en a 3 auxquelles on n'a pas répondu. Ok, parfait. Donc j'ai une question de Monsieur Jean de Gois. Bonjour, peut-on labelliser FRED 21 son organisation de transport sur un périmètre européen, donc sur des transports intra-Italie, intra-Espagne, et donc pas uniquement transborder. Alors, les labels s'adressent uniquement à un périmètre France, et donc on ne pourra pas labelliser ou auditer en tout cas la partie hors France, donc tout ce qui concerne l'Europe. Donc voilà, c'est ce que ça concerne uniquement un périmètre France. Voilà. Donc ça, c'était une question de Monsieur Jean de Gois. On a une question de Monsieur Morel. Une organisation qui cumule une activité de chargeur et une activité de transport pour propre, doit-elle se labelliser dans les 2 catégories? Effectivement, elle doit candidater dans les 2 labels, que ce soit FRED 21 pour la partie chargeur et Objectif CO2 pour la partie transporteur. On était en train de répondre. Est-ce qu'on a une question pour la société Delil? Donc, Paolo, oui. Arrivez-vous à valoriser vos efforts d'investissement dans la décarbonation auprès de vos clients d'un point de vue financier? Oui. Alors, je ne suis pas directement dans les échanges, mais effectivement, on a des accords qui sont faits avec des accords, notamment justement avec le B100, et des prix qui sont remaniés avec objectif effectivement en face d'avoir une réduction de tant de % des émissions CO2. Je pourrais pas répondre dans le détail, mais voilà, on a effectivement des accords avec certains clients où entre guillemets on vend la prestation B100, pour être simple. Mais je peux confirmer. Je peux confirmer en effet qu'il y a des accords discutés voilà, en amont de cette innovation, pour pouvoir aussi accompagner les transporteurs, parce que je pense qu'en tant que chargeur, il faut aussi savoir accompagner financièrement aussi cette initiative, cette démarche, même si ce sont des efforts communs au final. Mais en effet, il y a voilà, pour avoir bossé sur deux, trois sujets énergie alternative, en effet, que ce soit B100, électrique ou autre, nous, en tant que chargeur Ekiom, on accompagne aussi voilà, financièrement aussi les transporteurs dans cette transformation. Ok, bah merci Paolo et Maxime pour cette réponse. On a d'autres questions concernant le temps de durée de l'audit. Alors après, on a précisé, c'est bien le label FRED 21. Donc le temps de durée de l'audit, c'est environ 6 mois à partir de la signature de votre lettre d'adhésion qui va permettre d'acter votre candidature au label jusqu'à avoir le rapport d'audit qui passe en comité de validation. Voilà, bon, ça peut aller plus vite, mais en moyenne, on est dans cet ordre de grandeur. Est-ce qu'on a d'autres questions qu'on aurait pas répondu? J'ai une précision côté ADEME. On n'a pas évoqué le sujet
parce qu'on est focalisé sur le transport routier de marchandises. Je tiens juste à préciser que le label Objectif CO2 concerne le transport de marchandises et le transport de voyageurs. Et pour le transport de voyageurs, la partie intéressée au label, ce sont les autorités organisatrices de mobilité principalement, donc ce qu'on appelle les AOM, qui dans leurs critères d'appel d'offres ont la possibilité, et le font puisque c'est dans le guide des achats responsables de l'État, la possibilité de distinguer, de bonifier dans les critères qualitatifs des appels d'offres le fait qu'une entreprise soit labellisée Objectif CO2. Ça donne des points de bonification supplémentaires lors des appels d'offres du TRV notamment. Voilà, c'était une petite précision qui concerne plus le transport de voyageurs. Merci pour cette précision, Pierre. Si tu as d'autres éléments à partager, n'hésite pas, c'est le moment. Mais sinon, c'est parfait. Merci. Il y a encore 3 ou 4 questions. J'en ai juste vu une qui me vient là tout de suite. Je me permets de la prendre. De Claire Marolo. Si refus de labellisation, on garde les données de la charte valable. Je vais répondre pour la partie objectif CO2. Je vous ai pas demandé si c'était Fred 21 ou objectif CO2. Je vais répondre pour objectif CO2. Julien, tu peux reprendre pour Fred 21. Si on est à la fois engagé dans la charte objectif CO2 et dans le label objectif CO2, si on a un refus de label, enfin si le rapport d'audit préconise de ne pas labelliser l'entreprise, après ça passe dans un jury et votre engagement charte objectif CO2 courra toujours, mais je pense que vous aurez à cœur, s'il y a des non-conformités durant l'audit et que vous essayez de l'élever, en gros, vous allez essayer d'améliorer vos données pour les prendre en compte dans le cadre de la charte, et puis dans le cadre de votre engagement dans la charte, durant, je sais pas, 2, 3, en fonction du temps que vous mettez à réatteindre une performance environnementale satisfaisante, et ben vous pourrez repostuler. Donc ça ne remet pas en cause la charte, mais vous allez sans doute avoir des modifications à faire sur votre charte d'engagement volontaire. C'est pareil pour le label FOD 21. Donc voilà, on garde les données dans la charte valable si vous n'êtes pas labellisé FRED 21. Et il y a une précision à apporter aussi sur le processus de labellisation lui-même. Donc l'auditeur passe, rend son rapport. S'il y a des non-conformités bloquantes pour la labellisation, il est entendu qu'on ne va pas présenter un dossier au comité de labellisation s'il y a des critères qui ne sont pas respectés d'emblée. Il y a un dialogue qui va s'instaurer entre l'entreprise qui concourt et notamment déjà l'auditeur et probablement le chargé de mission EcoCO2 afin que l'entreprise puisse corriger, traiter sa non-conformité bloquante, et on ne présente le dossier au comité de labellisation que quand il a répondu à tous les points bloquants et qu'on ne voit pas vraiment d'obstacle majeur à la labellisation. Donc c'est important de le dire, on a un dialogue qui s'instaure entre l'entreprise et qui concourt au label et l'organisation de manière à lever les non-conformités majeures. Et on ne présente en comité de labellisation, je parle sous le contrôle de Julien et de Kevin, que des dossiers qui ont des bonnes chances d'être labellisés. Tout à fait. C'est bien ça, Pierre. Pas de souci. Ok. Une question de Valentin Copmels. Julien, c'est pour le label FRED 21. Combien de temps dure l'audit? Combien de temps entre la demande de labellisation et le début de l'audit? Il me semble que j'ai répondu déjà tout à l'heure sur 6 mois maximum. Ouais, tout à fait. Excusez-moi, j'ai zappé cette partie. Je vais prendre la prochaine alors que à laquelle je voulais répondre. Altric Moignot. Bonjour, comment mesurez-vous l'économie de CO2 selon le moyen de transport utilisé, ferroviaire, fluvial, routier? Avez-vous un calculateur de référence pour cela? Toutes les entreprises qui s'engagent, que ce soit dans la charte objectif CO2, dans le label objectif CO2, elles renseignent leur engagement sur un outil unique.
spécifique. Pour les transporteurs objectifs CO2, on a un site de référence qui est le site Objectif CO2. Pour les entreprises qui s'engagent dans Fred 21 et EVCOM, elles ont aussi un outil de référence qui voilà, et tout ça va être unifié au sein d'un système d'information unique sous peu. Et en gros, oui, donc c'est à travers cet outil. Là, vous parlez d'une action typiquement de report modal. En gros, je passe des flux routiers vers le fer. Et ben oui, cet outil va permettre de modéliser ces gains et c'est basé sur, par exemple, je prends un exemple tout bête. Vous faites, je sais pas, de la longue distance. Sur un flux routier, le facteur d'émission du routier en fonction de l'énergie utilisée, on le connaît, et en face, vous allez reporter une partie de ces flux sur un facteur d'émission, je sais pas, du combiné rail-route par exemple, qui est moins élevé, et du coup voilà comment, en gros, c'est juste un item qui permet de modéliser, de calculer des gains. Donc voilà, on a des outils unifiés pour tous les dispositifs, et c'est ces outils qui permettent de modéliser les gains, de calculer la performance environnementale. Voilà. Alors, je vais me permettre d'enchaîner sur deux questions. Jean Degois, pour Fred 21, est-ce un audit annuel ou triannuel? Non, il y a un audit de labellisation Fred 21, et comme ça avait été précisé, et c'est valable aussi pour Objectif CO2, le label est valable 3 ans. Donc, il n'y a pas d'audit de suivi annuel sur les 3 ans de périodicité du label. Voilà, donc ça change des dispositifs de certification ISO par exemple, où là vous avez un audit de suivi annuel pour la certification ISO 14001 par exemple. Nous, c'est une fois que vous êtes labellisé, le label est valable 3 ans. Après, il y a relabellisation possible à l'issue de la période des 3 ans. Ça, c'est la première question. Et j'enchaîne sur la fameuse question de Margaret Rousseau sur le HVO/XTL. Alors, nous avons reconnu officiellement dans la base empreinte de l'ADEME une catégorie de HVO qui a été présentée, parce que pour que ça soit valide au niveau global dans la base empreinte des carburants de l'ADEME, il y a un dossier technique qui est posé par le pétrolier ou le distributeur, qui est assez lourd, et on instruit ce dossier pour reconnaître la catégorie de carburant concernée en termes d'émissions. Le sujet qu'on a avec l'HVO, on a un problème qu'on a expérimenté avec l'HVO, c'est que si vous prenez un carburant, par exemple le diesel B7, en France, il y a une seule catégorie de diesel B7. C'est celle qu'on trouve à la station-service ou dans vos cuves. Pour le HVO, ça devient un peu plus compliqué, parce qu'il peut y avoir 3 ou 4 ou 5 types de HVO avec des qualités un peu différentes. Et on n'est pas capé aujourd'hui dans nos outils pour distinguer autant de carburants différents ayant la même source, c'est-à-dire là en l'occurrence le HVO. Donc ça, on a un problème technique, c'est que pour l'instant dans la base empreinte, on a une seule catégorie d'HVO qui a été reconnue. Autre point important par rapport à la reconnaissance de l'HVO, le sujet que l'on a, qui nous distingue du B100 par exemple, c'est que le B100, le camion, il est dédié il roule au B100, point. Donc après, on va répartir le gain de la décarbonation avec le client en fonction des trafics du véhicule, avec un tracteur qui roule par exemple à 100% B100. Le HVO, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que le HVO, il est a priori miscible dans les cuves du transporteur. Et donc un même camion, il peut rouler avec une partie de HVO, mais quand il va refaire un plein, il va peut-être prendre 100% de B7. Donc il est très compliqué de faire profiter à un seul chargeur le gain. On n'est pas du tout sur la même configuration que pour d'autres carburants 100% dédiés. Il est compliqué de faire bénéficier au client le gain uniquement d'un camion qui roulerait. Le HVO, il va bénéficier au transporteur. On peut prouver avec des certificats d'origine que il est bien intégré. Après,
le partage du gain est un peu plus compliqué par rapport à ce carburant parce que justement il est miscible dans toutes les cuves du transporteur. C'est un peu technique, hein, je m'en excuse, mais c'est des points importants à souligner. Je vais répondre à une question de Claire Marolo. Pour objectif CO2, il faut 100% de la flotte. Oui, c'est un des critères d'éligibilité. Et est-ce que les véhicules légers doivent être dans la flotte, même si ces véhicules légers ne transportent pas de la marchandise, mais pour faire des transferts de chauffeurs? Et je vais répondre que non, on ne prend que les véhicules qui transportent de la marchandise. Voilà. Si vos véhicules légers transportent de la marchandise, on les prend. S'ils transportent vos conducteurs, vos personnels, on ne les prend pas. Ok. Je ne vois pas d'autres questions. Si, 2 autres qui viennent d'arriver. Juste pour compléter, Pierre, peut-être. Alors, je suis assez gêné pour répondre à la question du coût du B100 versus le HVO. Là, c'est sûr que c'est un carburant plus. Ce sont des carburants. Enfin, non, je peux pas me lancer dans le surcoût parce que c'est ça la question des biocarburants eu égard au marché parce que ça peut changer assez franchement et il y a surcoût. Après, c'est une négociation de gré à gré avec les clients. Il y a surcoût, mais il y a surtout gain CO2. Donc, la discussion, elle est plutôt, le dialogue, il est plus entre le chargeur et le transporteur. Je ne me lancerai pas sur cette réponse un peu difficile. Très bien, Pierre. Ouais, merci. Concernant la question de complément Margaret Rousseau sur le détail du HVO, donc cela veut dire que si l'on est dans une démarche de labellisation Fred 21, le passage de notre transporteur au HVO n'est pas valable. Si nous, dans les outils du programme EVE et dans la charte Fred 21, on valorise le HVO tout de même, hein, et donc c'est bien valable. La difficulté technique pour un chargeur, c'est d'intégrer un potentiel HVO en mélange d'un transporteur dans son bilan GES Scope 3. En fait, les règles de l'ISO 14083 sur la mesure du carbone, par exemple, et les règles de production du bilan GES, il faut qu'on soit capable de sourcer que c'est bien une consommation qui a été faite par des véhicules dédiés aux transporteurs pour que ça soit en lecture directe intégré dans la performance du chargeur dans le cadre de son scope 3. C'est ça la difficulté. On a ça pour le HVO miscible pour le transport terrestre. On a ça également pour un chargeur sur des flux aériens avec les e-fuels et ou maritimes avec les biocarburants maritimes. On a la même question. Il faut quand même qu'on arrive à relier le gain par rapport à une émission directe, indirecte d'un chargeur directement. Et c'est un gros sujet qui nous mobilise en ce moment. Il y a beaucoup de questions qui tombent et je vais en prendre une, mais il y en a parmi les 3 ou 4 qui tombent. De Claire Marolo à nouveau, où trouve-t-on la performance HBEFA française de 2023 pour nous comparer avec? Et ben la réponse, vous prenez les outils du programme EVE et c'est le moyen de comparaison le plus facile avec la performance HBEFA puisque c'est intégré à l'intérieur. Sinon, vous pouvez faire un tour sur le site de ce référentiel européen HBEFA. Il y a beaucoup de documentation, beaucoup en anglais. Voilà, mais en tout cas, si vous rentrez vos données d'activité sans vous engager, sans vous labelliser, hein, vous pouvez utiliser l'outil comme ça, vous pourrez vous comparer à cette performance moyenne du parc de véhicules français, si on parle d'objectifs CO2 par exemple. Voilà. Ok, merci. Merci Kevin. Il nous reste que 2 minutes. Les questions qui restent en suspens, tu peux en prendre une dernière, Pierre, et après on répondra par email derrière, donc il n'y a pas de souci. Non, c'était juste pour dire ça, parce que ça peut nous entraîner loin et oui, c'est pour ça. humblement, je n'ai pas forcément toutes les compétences techniques pour répondre, notamment Édouard, Maury.
On va reprendre ces questions, comme le précise Julien, et les pousser, en ce qui concerne l'ADEME, à l'équipe carburant alternatif, et on vous fera une réponse formelle par écrit. Voilà. Et toutes les autres questions qui sont restées en suspens, on vous fera des réponses par écrit. Mais étant donné qu'on arrive à 15h30, c'est la fin de ce webinaire et on vous remercie en tout cas tous pour votre participation et toutes vos questions très enrichissantes. N'hésitez pas à visionner le replay sur la chaîne YouTube du programme et on se revoit pour un prochain webinaire. Merci à tous en tout cas. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.